Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire de la Semaine de la transformation Juliette Sterwen. Cette année, nous avons décidé de consacrer notre semaine au chemin de la performance durable. Et pour ce webinaire d'introduction, ce webinaire d'ouverture, nous avons la chance de recevoir Sandrine Dangenière, de recevoir Philippe Archias et de recevoir Michel Perrault de Juliette Sterwen, les deux, ainsi que Denis Gaillou. Je passe la main d'ailleurs à Philippe Archias qui va modérer les échanges. Bonjour à toutes et tous, c'est un plaisir d'animer ce webinaire. Nous allons revenir, ce webinaire il va être consacré à la question de la transition écologique, comment réconcilier jeunes talents et entreprises. Alors je dis à tout de suite à Judith qui a fait l'introduction de ce webinaire, puisque c'est elle qui prendra les questions. Alors les questions que vous pourrez poser tout au long de ce webinaire et qui seront traitées à la toute fin. On va peut-être revenir de quelques mots simplement sur la technique de cette plateforme pour que vous puissiez voir un petit peu son fonctionnement. Alors son fonctionnement, vous voyez, alors premier point, merci de couper vos micros durant le webinaire. Ça, c'est un peu classique, mais néanmoins toujours bon à rappeler. Si vous n'entendez pas, vous pouvez cliquer sur la petite flèche orange pour ouvrir le panneau de questions et signalez-vous. Simplement sur un peu le côté assistance technique. De façon générale, comme je vous l'ai mentionné, pour poser vos questions, il y a donc ce petit panneau questions que vous voyez se détacher normalement. Là, c'est voilà, vous voyez le en gras et en rouge mentionner votre question. C'est là que vous pourrez saisir les questions, les remarques que vous souhaitez nous faire et qui seront traitées, je le rappelle, en toute fin de webinaire et notamment avec la médiation de Judith qui a fait l'introduction de ce panel. Alors, peut-être pour passer dans le vif du sujet et commencer par les présentations. Alors, Michel Perrault et moi-même sommes tous les deux directeurs au sein de Juliette Sterwen. Juliette Sterwen, alors en quelques mots, c'est environ 500 collaborateurs, un chiffre d'affaires d'environ 80 millions d'euros, une belle croissance comme vous pouvez le voir qui montre plutôt une santé j'hésite à qualifier d'insolente, mais en tout cas qui est plutôt au-dessus de ce que le marché réserve aux cabinets de conseil cette année. Et surtout, Juliette Sterwen, c'est 4 piliers d'intervention. C'est les transformations, à la fois une intervention sur les transformations business, sur les transformations people, sur les transformations agiles et puis sur les transformations digitales. Alors aujourd'hui, nous allons parler beaucoup de transformations écologiques. C'est probablement au gros croisement de ces 4 transformations-là que nous sommes nous-mêmes à même d'agir et d'essayer d'avoir le plus d'impact dans la matière. Alors, Juliette Sterwen, ça peut aussi se définir par une reconnaissance du marché, vous le voyez. Ce ne sont pas les badges qui manquent du côté de décideurs, puisque Juliette Sterwen est vue comme incontournable ou excellent sur les 21 segments de marché où il intervient. Je ne présenterai pas l'intégralité des distinctions de Juliette Sterwen, ce n'est pas l'objet, mais simplement conclure sur cette slide, vous dire que finalement, il y a un gros effort, que tout ça est nourri d'un effort sensible et de recherche et développement qui nous permet un peu toujours d'essayer, en tout cas, d'avoir le coup d'avance. Donc, voilà pour ces quelques mots concernant Juliette Sterwen. Et donc, désormais, nous allons passer, et je vais passer donc là, pour une rapide présentation, la parole à nos 3 intervenants. Alors, il s'agit, c'est rappelé, de transition écologique, comment réconcilier jeunes talents et entreprises. On y reviendra, la réconciliation, de quoi s'agit-il? Et je vais d'ores et déjà passer la parole donc, à Sandrine Dangenière, que je remercie de bien vouloir se présenter de quelques mots. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sandrine Dangenière. Je suis aujourd'hui chez Engie en charge de la transformation et de l'intégration pour la zone Europe. Et derrière ce titre, en fait, signifie tout ce qui est évolution d'organisation, design organisationnel, mais aussi action de change management et donc de transformation pour accompagner ces évolutions. Merci Sandrine. Denis Gaillou. Alors, nous avons une petite mésaventure technique puisqu'en fait vous êtes avec nous et en image, mais en tout cas par téléphone. Et donc, voilà, on va vous avoir au moins sur le volet sonore et je vous laisse vous présenter de quelques mots de la même manière que Sandrine. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, désolé de ne pas pouvoir être vu et vous voir.
Donc, vous n'aurez droit qu'à la voix. Moi, je suis responsable, enfin, directeur groupe de la transformation culturelle et du développement des talents dans le groupe Bell. Donc, fabricant notamment de fromages, la vache qui rit, Babybel, etc. Et depuis quelque temps aussi propriétaire de Materne, donc notamment Pomme Pot, que vous connaissez peut-être. Voilà, Engie et Bell, deux entreprises, de grandes entreprises qui n'ont pas été complètement choisies au hasard, mais on aura l'occasion d'y revenir, notamment en introduction de notre propos. Et Michel Perrault, donc, de Juliette Sterwen, directeur, je te laisse te présenter, Michel. Bonjour, donc Michel Perrault, je suis directeur au sein de Juliette Sterwen et j'interviens notamment sur l'accompagnement des projets RH sur les questions de transformation. Et la dimension écologique est aujourd'hui une question centrale, un enjeu central de la transformation des entreprises, et c'est un sujet sur lequel je travaille et sur lequel je nourris une certaine passion qui fait que j'ai voulu effectivement participer à ces propos. Merci à tous les trois. Et donc voilà, nous allons passer, vous n'échapperez pas, une petite introduction par votre serviteur du sujet. Simplement pour rappeler, sous transition écologique, comment réconcilier jeunes talents et entreprises. Voilà, dans réconciliation, il y a déjà un peu une histoire de rupture. Est-ce qu'on en est vraiment là? On va pouvoir en discuter en tout cas. Qu'est-ce qui se passe entre ces jeunes, dont une partie, on le voit, croissante, se préoccupe et s'engage de plus en plus en faveur de lutte contre le dérèglement climatique, s'engage sur un terrain environnemental, citoyen, civique, on y reviendra, pas que, et des entreprises, dont une part croissante s'engage elle-même dans des processus de transition qui requièrent de nouveaux talents, de nouvelles compétences pour être menés à bien ces processus de transition. Alors, entre les deux, est-ce qu'il s'agit d'un désamour, voire, c'est un terme qui a été lâché encore récemment, d'une désertion pour les plus radicaux? C'est sur à quoi on pourrait un peu penser quand on entend les jeunes, par exemple, d'AgroParisTech, lors de la remise des diplômes, qui appellent à déserter des emplois destructeurs. Ou encore quand on assiste, là, récemment, pour les 150 ans de Sciences Po, au tribunal des générations futures, dans lequel il était demandé, doit-on déserter justement les grandes entreprises? Alors, il y avait une courte majorité qui avait plutôt voté pour. Est-ce qu'on en est là? En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des témoignages et des analyses qui s'accumulent sur le renouvellement des rapports, entretiennent ces élèves de grandes écoles, ces jeunes talents, grandes écoles, voire universités, et les entreprises. Ce renouvellement justement des rapports, c'est intéressant à regarder, c'est ce dont on va vraiment parler durant ce webinaire. Pour reprendre un peu les termes de M. Vichra, qui est directeur de Sciences Po, on a affaire à une jeunesse concernée mais pas consternée. Alors, outre le jeu de mots, c'est intéressant, c'est de se dire comment est-ce qu'on permet à une jeunesse qui a envie de s'engager, comment est-ce qu'on facilite ce passage à l'action? Comment est-ce qu'on leur permet, notamment, parce que c'est l'objet vraiment de notre questionnement d'aujourd'hui, de concilier engagement citoyen et activité professionnelle? Alors, dans quel cadre est-ce que ça peut se situer cet engagement et ces actions? Est-ce que c'est strictement en dehors de la grande entreprise, comme semblerait justement l'évoquer certains des étudiants parmi les plus véhéments de ces remises de diplômes, notamment en privilégiant par exemple des registres citoyens et associatifs, dont on voit qu'ils sont de plus en plus plébiscités, qui sont dans une certaine dynamique? Ou est-ce que les entreprises peuvent, elles aussi, être des cadres d'engagement, des espaces de conciliation entre des convictions personnelles et une activité professionnelle? Pour répondre à cette question, il faut se détacher, bien sûr, d'une vision un peu trop binaire par rapport à l'entreprise qui ne s'exprimerait dans la relation, en tout cas, que les jeunes ont à l'entreprise, qu'en termes de désertion ou d'adhésion aveugle. Il y a eu une enquête récente menée par Ipsos pour la conférence des grandes écoles, notamment, qui fournit plusieurs éclairages à ce titre. D'une part, si le sens, l'ambiance, notamment le sens des missions confiées et de l'adhésion à l'entreprise fait partie des critères les plus mis en avant, c'est en général pas par substitution, mais en plus des critères classiques tels que les conditions de travail ou la rémunération. On n'est pas nécessairement donc dans le renoncement. À titre d'exemple, oui, pour aller travailler dans l'économie sociale et solidaire, mais à condition d'une baisse de salaire limitée. Le chiffre de 11% avait été avancé. Bon, quand on connaît l'économie sociale et solidaire, le 11%, c'est probablement pas tout à fait dans la gamme de salaires représentés dans les structures concernées de l'ESS. Alors, d'une part, pas de substitution par rapport aux éléments classiques un petit peu et aux critères classiques de choix d'une entreprise. D'autre part, pour un bon nombre de diplômés, c'est intéressant à regarder parce que là non plus, on n'est pas dans le binaire, l'approche est plus constructive.
on ne peut pas parler de désertion massive vis-à-vis des grandes entreprises. La même étude montre que 58% des étudiants souhaitent accompagner la transition des entreprises en retard, les entreprises en retard plutôt que de les ignorer. Donc elles les perçoivent plutôt comme des acteurs majeurs pour générer du changement. Donc on le voit, on n'est pas du tout dans pas strictement en tout cas, dans un rejet massif et binaire. Au contraire, les étudiants considèrent que les difficultés rencontrées par des grandes entreprises pour amorcer leur évolution peut être un challenge qu'ils sont prêts, ou moins qu'ils se sentent prêts à relever. Alors, ils ne vont pas dans un optimisme BA, néanmoins, s'ils estiment globalement, ce que ça montre, c'est qu'ils estiment globalement que le niveau d'engagement des entreprises s'est amélioré, d'une part. Néanmoins, 62% d'entre eux regrettent qu'elles agissent davantage par opportunisme pour embellir leur image plutôt que par conviction. Donc on le voit, c'est une jeunesse qui est pas nécessairement strictement démissionnaire, mais néanmoins qui se pose des questions, qui s'interroge et qui devient de plus en plus vigilante, en tout cas sur ces questions de transition écologique et d'engagement des entreprises. Alors, l'idée au travers de ces quelques éléments que je viens de présenter, c'est de lancer le débat autour d'une question centrale, c'est celle de notre webinaire, qui est la conciliation entre justement ces jeunes talents et l'entreprise. Alors d'une part, nous tâcherons avec nos intervenants d'apporter des éclairages complémentaires à propos d'un sujet sur lequel la connaissance manque, parce que on l'a vu, il y a bien entendu des enquêtes, il y a des essais, mais encore peu finalement d'enquêtes, d'analyses et d'études poussées sur le sujet. Nos intervenants sont non seulement des acteurs, mais sont aussi des observateurs, des appétences, voire des nouveaux choix des jeunes diplômés, pour nous en faire part. Et puis d'autre part, peut-être surtout, nous reviendrons sur les défis et les actions mises en place au sein des entreprises, à la fois pour attirer et garder de jeunes talents. Comment est-ce qu'on source des talents dans les différents métiers offerts par l'entreprise? Alors, non seulement ceux qui sont peut-être orientés directement vers la transition écologique, mais aussi d'autres métiers, ou secteurs plus traditionnels. Donc ça, comment est-ce qu'on s'y prend? Et puis aussi, finalement, on s'interrogera peut-être sur la question au-delà du choix et de ce rapport de force qui semble s'instaurer entre des diplômés, des jeunes diplômés et puis des entreprises, mais somme toute, si on renverse un petit peu, on renverse les choses, est-ce que les entreprises, à leur tour, doivent établir des exigences, car on y reviendra, mais leur transformation ne peut se faire avec des personnes qui sont elles-mêmes sceptiques ou rétives à cette transformation. Donc ça, on pourra en tout cas y revenir à un moment dans nos échanges. En tout cas, vous le voyez, un programme déjà fourni et riche. Et puis pour aborder donc ces différentes questions, Sandrine Langenière et Denis Gaillou, voilà, qui nous font donc l'amitié de participer à ce webinaire, pourront témoigner depuis leur place et depuis un petit peu leur regard et leur balcon concernant justement leur regard en tant que grande entreprise sur ces nouvelles générations. En préambule néanmoins, je vais passer je vais céder la place à Michel Perrault. Peut-être, Michel, peux-tu nous dire qui sont ceux qui donnent de la voix et qu'est-ce qu'ils représentent? Pour revenir un petit peu sur les quelques éléments de cadrage que j'ai pu fournir, mais toi qui as un regard un peu plus acéré sur la question. Alors, effectivement, on a beaucoup entendu parler d'AgroParisTech. On a vu également par la suite que Sciences Po, HEC avait également utilisé les cérémonies de remise de diplôme comme tribune pour exprimer un certain nombre de revendications de la part de jeunes talents, qui sont en plus les talents que convoitent les entreprises. Donc, je pense que le fait d'avoir des écoles prestigieuses et des étudiants en sortie de ces écoles qui portaient ce discours, ça a beaucoup attiré l'attention. Pour autant, je pense qu'il ne faudrait pas limiter cette expression à cette seule élite. Effectivement, Alice Miller avait écrit un livre qui s'appelait La révolte, enquête sur les jeunes élites face aux urgences écologiques, où elle pointait justement comment dans les grandes écoles d'ingénieurs, les grandes écoles de commerce, cette question prenait place. Donc effectivement, ces élites donnent de la voix sur ces sujets. Pour autant, il y avait eu dès 2018 un manifeste pour un réveil écologique qui a été signé par 33 000 étudiants, et 33 000 étudiants de 400 établissements différents. Ce qui veut dire que ce n'est pas uniquement les grandes écoles qui sont présentes et qui sont en tout cas qui manifestent cette sensibilité. Et si on élargit le sujet, on voit aussi qu'il y a eu en septembre 2021 une enquête internationale faite par The Lancet auprès de 10 000 jeunes de 16 à 25 ans dans 10 pays qui montrait que cette jeunesse
est très inquiète. 75% des 16 à 25 ans dans ces 10 pays trouvaient le futur effrayant. Et 67% se sentaient très ou extrêmement préoccupés par les questions climatiques. Ce qui veut dire que cette question, elle n'est pas seulement liée à une élite plus informée que les autres, c'est une génération qui sait que c'est elle qui va devoir gérer les problèmes de canicule plus fréquentes, les problèmes de sécheresse, les problèmes de baisse de rendement agricole, les risques sanitaires qui vont avec, les tensions sociales et géopolitiques qui vont avec. Bref, c'est la génération qui monte à une vraie inquiétude par rapport à ça. Et sans doute, je pense que ces jeunes dans ces endroits à très forte visibilité, ces grandes écoles, ont attiré l'attention, mais je pense que c'est une vision beaucoup plus large qu'il faut aborder et qui va forcément interroger toutes les entreprises avec cette génération qui vient. Alors, justement, de la part de ces jeunes qui prennent la parole, qu'est-ce que l'on entend comme revendication, notamment vis-à-vis du monde de l'entreprise? Alors, leurs revendications, c'est des revendications qui sont à la fois simples et révolutionnaires. Simples dans le sens où elles veulent que les entreprises prennent de façon sérieuse les questions écologiques et notamment intègrent les limites planétaires. Et en voyant le fonctionnement d'une entreprise ou le fonctionnement économique, on peut comprendre qu'effectivement, ces jeunes se posent des questions. Là, dans la même semaine, on a appris que par le WWF que 70% des animaux sauvages vertébrés ont disparu depuis 1970. Et en même temps, on apprend que le gouvernement autorise la pêche industrielle saine démersale, une technique de pêche qui va racler les fonds des mers et qui va aller racler les fonds des mers de la Manche. Enfin bref, il y a ce genre de choses. D'autre part, le GIEC demande que 80% des réserves de charbon restent sous terre et pour autant, en parallèle, il y a 350 centrales à charbon qui sont en projet en Chine. On apprend aussi que le glacier Thwaites dans l'Antarctique est surnommé le glacier de l'apocalypse parce qu'à lui seul, sa fonte permettrait d'augmenter de 65 cm le niveau des océans. Eh bien, il ne tient qu'à un fil. Il pourrait s'éclater comme un pare-brise de voiture, disent-ils. Bon, voilà, donc il y a ça, et en même temps, il y a des encouragements à aller investir dans l'immobilier, dans le métaverse. Bref, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas tout à fait cohérentes et qui peuvent expliquer effectivement que la jeunesse ait des demandes par rapport à ça. Et leurs demandes, par exemple, ils ont exprimé dans ce manifeste pour un réveil écologique. Ce manifeste disait notamment que les jeunes ne souhaitaient rejoindre que des entreprises qui prendraient sérieusement en compte ces questions-là, et ça s'accompagnait donc d'un questionnaire adressé à ces entreprises. Et parmi les questions qui étaient posées, il y avait notamment le fait, avez-vous un plan crédible doté de moyens à échéance 2050 pour diminuer votre impact climatique, ce qui signifie baisser les émissions de votre chaîne de valeur de 4% par an en valeur absolue? Les enjeux du climat et de la biodiversité ont-ils déjà une influence sur la revue stratégique de vos actifs financiers? Êtes-vous prêt à engager les transformations nécessaires de votre entreprise pour être en phase avec les enjeux climat et biodiversité, même si cela doit amener la baisse des rendements économiques? Enfin, ce sont des questions très, très graves qui sont posées, mais qui sont à la hauteur des enjeux, qui sont encore une fois ceux que cette génération montante voit dont elle va avoir la charge. Ok, merci Michel. Donc à la fois engagement, à quoi est-ce qu'on est prêt à renoncer, ce sont des questions qui sont directement posées aux entreprises, on entend bien. Et en l'occurrence, on va peut-être passer, là en l'occurrence, Sandrine et Denis, à ce temps d'échange et de présentation que vous allez pouvoir faire. Michel, on va te retrouver un petit peu là au fil de nos questions. Mais somme toute, alors, on voit, il y a une actualité médiatique, que médiatique, mais qui est relayée en tout cas par les médias. Sandrine et Denis, vous, depuis, vos entreprises sont déjà engagées justement dans des processus de transformation écologique. C'est l'évolution de vos produits, de votre organisation, de vos systèmes de reporting, tout à la fois. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà quelques points de repère justement sur ces transformations? Peut-être Sandrine, si vous voulez bien commencer. Oui, je vais commencer. Alors, Engie, je le rappelle juste pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe qui est né de la fusion de Gaz de France et Suez en 2008. Engie, c'est un groupe qui en fait est engagé dans la transition écologique depuis, au moins 15 ans, je dirais, de façon significative. Moi, j'y suis rentrée
en 2005, d'ailleurs par conviction, parce que je savais que la mission au service de l'efficacité énergétique et sur le bien de nécessité qu'est l'énergie allait devenir croissant. Et ce que je veux juste dire, c'est que voilà, on n'a pas attendu de parler de climat chez Engie pour à la fois développer des produits et des services qui vont aider et accompagner nos consommateurs à consommer mieux et moins de l'énergie, mais également développer massivement une capacité de production renouvelable, que ça soit, nous on a de l'éolien, de l'hydroélectrique et du solaire. Et l'objectif d'Engie aujourd'hui, il est hyper ambitieux, c'est d'être net zéro carbone en 45, n'importe quoi, en 2045. Donc net zéro carbone, c'est pas carbone neutral, hein, c'est-à-dire qu'on ne compense pas, c'est vraiment sur l'ensemble de nos activités. Voilà pour Engie. D'accord. Merci beaucoup à la fois pour la concision et la précision de vos propos. Denis, même exercice. Ouais, alors Bell, alors là on est dans l'alimentaire et en fait Bell c'est une société familiale. On en est à la 5e génération et comme toute société familiale, il y a forcément un impact qui est vu sur le temps long. Sur le temps long pour la famille, mais aussi pour tous les stakeholders et tout notre écosystème. Et en fait, le groupe a très vite mis la RSE dans sa stratégie depuis plus de 20 ans lorsque on a rejoint le Global Compact des Nations Unies. Alors, ça, c'était il y a 20 ans. Il y a eu plein de choses qui ont été faites en termes de nutrition, en termes d'économie d'énergie dans nos usines, etc. Et puis, tout s'est accéléré, comme dans beaucoup d'entreprises, à plus court terme, évidemment, depuis que on voit l'évolution de la problématique du climat. Et donc, Bell souhaite vraiment rentrer dans ce grand mouvement qui est de contribuer à limiter le réchauffement climatique sous le seuil des 1,5 degrés. Et ça, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un acteur dans l'industrie laitière, 72% de vos émissions de gaz à effet de serre, c'est l'amont laitier, ce sont les vaches. Et donc, c'est une industrie qui, de ce point de vue-là, n'est pas très favorable. Et donc, l'objectif, et c'est vraiment le processus qui a démarré il y a à peu près 4 ans maintenant, c'est finalement de réinventer l'entreprise avec un engagement en faveur d'un modèle d'entreprise qui repose vraiment sur deux jambes, et on n'aura qu'à l'occasion d'en parler quand on parlera des actions concrètes, mais que sont la rentabilité et la responsabilité. D'ailleurs, notre motto, c'est For All, For Good, et dans le For Good, on a évidemment tout ce qui est toutes les dimensions du bien pour la société et pour l'environnement. Et donc, très vite, le groupe a renforcé toute une batterie d'actions pour améliorer son bilan carbone sur son activité laitière, mais aussi une diversification, comme je le disais tout à l'heure, avec le rapprochement avec Materne, et donc un rééquilibrage de son activité entre laitier et non laitier, avec l'objectif d'être à 50% en 2030. D'accord. On revoit 2 secteurs d'activité complètement différents, avec des engagements néanmoins qui sont forts et particuliers peut-être même dans le monde de la grande entreprise. Alors, on va y revenir. Néanmoins, peut-être au-delà de vos transformations actuelles, là aussi, on le voit, vous êtes vous-même dans des processus qui sont exigeants en termes pour votre propre organisation. Mais justement, pour ramener ça à notre sujet, notamment d'attractivité, d'ancrage de ces jeunes talents dans l'entreprise, ou des premières réactions, qu'est-ce que vous pouvez justement nous partager avant de rentrer dans le détail vraiment des enjeux, des pratiques RH en la matière, mais comment est-ce que, alors en tant que collaborateur d'entreprise, j'aurais presque envie de dire en tant que professionnel et citoyen, est-ce que ça vous évoque justement ce thème de manière globale sur la conciliation, la réconciliation des jeunes talents et de l'entreprise? Denis, voulez-vous attaquer sur le sujet?
Pour reprendre ce que disait Michel tout à l'heure, on a une nouvelle génération. Hein, quand on regarde la génération Z, hein, les personnes qui sont nées entre 98 et 2016, en fait, ils sont très anxieux. Anxieux parce que crise économique, crise sanitaire hein, depuis 2 ans, crise évidemment environnementale, et on l'a vu encore cette année de façon encore plus criante. Et tout à l'heure, je crois que Michel disait que 70% des jeunes générations étaient anxieuses par rapport à l'avenir. Moi, l'info que j'avais, c'était les 2 tiers. Je crois que c'est une étude de Deloitte de 2020, 2 tiers sont anxieux. Et quand les personnes sont anxieuses, elles cherchent du sens. Donc tout l'objectif, c'est de donner du sens. Et d'ailleurs, on a quelques éléments dans cette enquête qui sont très intéressants. Hein. C'est par exemple 70% déclarent être de la génération Z déclarent être prêts à payer plus pour des produits faits par des marques qui défendent des causes auxquelles ils s'identifient. Donc on voit bien qu'il y a une envie de recherche de sens en tant que consommateur, puisque nos futurs recrues sont des consommateurs. Et puis quand on parle d'entreprise, 77% déclarent qu'ils souhaitent travailler dans des entreprises qui sont alignées avec leurs valeurs, ce qui est quand même très important. Et même, ils vont même jusqu'à dire que 49% ont à un moment ou à un autre, dans le début de leur courte carrière, fait un choix de carrière qui est lié justement aux valeurs de l'entreprise. Donc on voit que tout ça est extrêmement fort et qu'il y a ici besoin de convergence entre ce qu'apporte l'entreprise en termes de sens et de vision et les besoins de cette nouvelle génération. Sandrine, justement, réaction un peu générale sur le sujet. Ouais, alors nous, on a observé, en tout cas au sein d'Engie, qu'à partir du moment où dans notre raison d'être, avec la loi Pacte, a été inscrite le fait qu'on était là pour accélérer la transition énergétique vers une économie neutre en carbone, et à partir du moment où notre CEO, qui était Isabelle Kocher à l'époque, parlait vraiment de cette ambition d'être le leader de la transition énergétique, on a vu les candidatures exploser. Vers Engie. Alors c'est vrai qu'avant, la marque Gaz de France ou GDF Suez n'avait pas été beaucoup moins probablement attractive, mais là, clairement, ça a changé la façon, ça a développé une nouvelle employer branding et ça a bien montré que les jeunes commencent à être intéressés par ce modèle. Pour autant, ce qui parfois fait défaut dans les relations et dans les discussions qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas au bout de notre chemin de transformation vers la transition énergétique. On est en train de sortir du charbon, mais on a encore 1 ou 2 actifs dans le monde au charbon qu'on est en train de transformer en solaire, par exemple. Et ça, c'est des choses qui pèsent lourd dans l'image en fait qu'on a, qu'on véhicule à l'égard des jeunes. Donc, on donne le sens, mais le chemin, en fait, il est long, le chemin de transformation. D'accord. Et néanmoins, on est dans une véritable volonté justement de progresser en la matière. On ne parle pas ici de greenwashing, qui est quand même, on l'a vu un peu dans l'introduction, c'est un peu un des points de vigilance qu'ont les jeunes par rapport à ça. Je ne sais pas si l'un de vous, justement, a un regard là-dessus sur comment est-ce que finalement on se prémunit et comment est-ce qu'on donne des gages en la matière. Je pense que c'est surtout par nos actions, c'est-à-dire que oui, Sandrine a raison, ce sont des programmes sur un temps long, avec des engagements dans la durée. Hein. On parlait tout à l'heure elle parlait de 2040 ou 45 sur certains engagements. Chez nous, chez Bell, l'objectif c'est d'atteindre une neutralité carbone dès 2025 sur nos usines, mais finalement nos usines ne représentent que 4% de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport aux 70% venant de l'amont laitier. Et l'objectif, c'est de réduire d'un quart nos émissions de gaz à effet de serre, cette fois-ci sur la totalité de la chaîne de valeur d'ici 2035. Donc oui, on a des plans à court terme, mais il faut aussi beaucoup communiquer sur les réussites et sur nos actions déjà engagées et les progrès réalisés. C'est comme ça qu'on va éviter le greenwashing. C'est certes d'avoir un plan à long terme, mais surtout de communiquer sur les réalisations. D'accord. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot là-dessus. Non, effectivement, Denis a raison. Il faut éviter le greenwashing et donc nous, on essaye d'être le plus, en tout cas, transparent possible sur chacun des succès ou chacun des avancements et puis ce qui reste encore à transformer. Ok. Analyse d'impact
et communication sur cette base. Analyse d'impact, communication, données. Ouais, et une notion, aujourd'hui, de toute façon, le greenwashing n'est même plus une option. Parce que ça se voit trop, c'est trop visible. Donc, pour les entreprises, c'est vraiment un piège d'entrer dans une approche comme ça. Alors, on en est à un moment de sensibilité, de conscience des citoyens, des clients, des collaborateurs, qui fait que le greenwashing, je pense, ne peut plus être une stratégie. Et du coup, ça oblige effectivement à rentrer dans des vraies questions et trouver des activités qui répondent véritablement aux enjeux. Merci Michel. Tu as la parole, donc je vais te la laisser. On passe un petit peu vers un deuxième pan qui est davantage tourné vers les enjeux et les pratiques RH face à cette nouvelle donne. Alors, de quelques mots, Michel, si tu veux bien un peu introduire ce troisième, pardon, votre question. Alors, ces pratiques RH, en fait, elles vont beaucoup tourner, je crois. Là, on zoome aujourd'hui sur la question du recrutement. Parce qu'effectivement, il y a eu ces événements, ces remises de diplômes qui ont beaucoup attiré l'attention. Et puis, le fait aussi que c'est difficile d'attirer des jeunes. Là, on a la chance de recevoir Engie. On sait que par ailleurs, notre confrère Total, Mianet, dit que lui, il est souvent en difficulté, c'est d'attirer des ingénieurs. Il faudrait que cette question d'attractivité, c'est une vraie question RH. Et on voit aujourd'hui qu'effectivement, dans le recrutement, c'est des points qu'il faut intégrer. Et donc, là, on parle beaucoup des jeunes qu'il va falloir faire rentrer parce qu'on parlait de la génération Z et la génération Y, elle posait des problèmes pour la manager parce qu'elle roulait un peu dans les brancards en termes d'autorité, mais au moins, elle était rentrée dans l'entreprise. Là, on a des gens qui restent sur le seuil de l'entreprise en disant si ça ne répond pas à mes valeurs, ou en tout cas mes attentes, je ne rentrerai pas. Mais il y a aussi la question qui concerne les personnes qui sont déjà là. Et la question de la rétention est aussi une question qui se pose. Il y a une enquête qui a été faite par la DARES en 2019. Donc 2019, c'est avant la pandémie, avant qu'on ait des canicules comme cet été, la sécheresse, les méga-feux en France et en Europe, et qui montrait qu'il y avait 7% des salariés qui se déclaraient éco-anxieux, et 9% des femmes d'ailleurs. Il y a eu une enquête plus récente de l'APEC, là, en septembre, qui montrait que 54% des cadres se sentent angoissés face aux questions climatiques. Et si on descend, si on regarde les moins de 35 ans, c'est 63%. Bref, chez les collaborateurs qui sont là, il y a déjà aussi cette question qui va se poser. Il y a eu un sociotype qui était un peu à la mode, sur lequel il y avait souvent des articles dans les magazines sur ces gens qui avaient fait HEC qui quittaient l'entreprise pour aller ouvrir un food truck ou aller ouvrir une boulangerie, enfin bref, aller dans un tout autre cadre. Et ce mouvement-là, qui reste encore très limité, on peut néanmoins se dire qu'on a des populations qui vont être de plus en plus éco-anxieuses parce que la situation se développe, se dégrade et il y a une inertie, notamment sur les questions climatiques, qui fait qu'on modifie les choses. Et des fonctionnements d'entreprise qui ont du mal à trouver leur nouvelle approche. Donc, je pense que la question du management des collaborateurs qui vont de plus en plus anxieux, ça, c'est un point qui va être vraiment très important à adresser et que les un autre point sur les pratiques RH aussi qui me semble important, c'est celui qui concerne la GPEC. C'est-à-dire que tout ça, enfin, toutes les questions qu'on pose, la décarbonation, le fait de peut-être abandonner un certain nombre de pratiques, d'en inventer d'autres, d'en mettre en place d'autres pratiques, notamment autour des logiques d'économie circulaire, enfin de réparation, de recyclage, de réutilisation, etc. Ça va amener à devoir créer des nouvelles activités. Donc là, il y a une GPEC sans doute aussi qu'il va falloir mettre en place, peut-être non pas à une vue de 3 ans comme on fait d'habitude, mais peut-être plutôt à 10 ans, pour se dire effectivement comment les secteurs vont évoluer, les activités vont évoluer. Le Shift Project avait sorti au printemps un plan de transformation de l'économie française qui voyait secteur par secteur comment les différents secteurs d'ici 2050, si effectivement on allait vers une neutralité carbone en 2050, qu'est-ce que ça voulait dire comme changement dans différents secteurs. Donc il y avait des secteurs qui gagnaient et d'autres qui perdaient. L'aviation civile, par exemple, perdait. L'agriculture gagnait. Alors, bref, il y a tout un ensemble de mouvements qui vont avoir lieu avec la décarbonation, qui vont amener les entreprises à devoir se projeter et à devoir organiser l'acquisition de nouvelles compétences et l'évolution de ces travaux
sans doute avec une réflexion aussi au niveau territorial. Je vois que tu te la tête, gestion du stress des managers, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans l'entreprise, donc des points importants. Alors, comment est-ce que ça résonne? Sandrine et Denis, déjà au sein de vos deux entreprises, on a parlé attraction, on a parlé recrutement, on a aussi parlé fidélisation, gestion des carrières. Pour vous, est-ce qu'il y a justement, parmi ces enjeux-là, est-ce qu'il y en a un qui prend le dessus? Est-ce que pour vous, c'est avant tout attirer et recruter? On avait failli appeler comme ça ce webinaire, puis on s'est dit que c'était peut-être un peu réducteur des enjeux. Ou est-ce qu'il s'agit aussi de les fidéliser, et pourquoi? Et puis, petite question subsidiaire, je vous pose les deux pour essayer justement de peut-être les traiter en même temps, mais est-ce que les enjeux dont on parle concernent que les jeunes diplômés de grandes écoles, et est-ce que c'est néanmoins aussi vrai peut-être pour des personnes qui sont moins qualifiées? Alors, peut-être, Denis, on s'était dit d'abord attirer, recruter, mais aussi fidéliser? C'est lié parce qu'en fait, l'image de l'entreprise, les objectifs, la vision de l'entreprise est évidemment communiquée par le top management lorsqu'il y a des articles dans la presse, lorsque notre PDG va sur BFM, etc. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, la discussion, enfin l'information du plus grand nombre à l'extérieur de l'entreprise doit venir aussi des collaborateurs. Donc, c'est aussi parce qu'on va beaucoup agir en interne auprès des personnes qui sont déjà dans l'entreprise, avec un objectif, oui, de rétention, parce qu'ils ont aussi besoin de sens, mais c'est aussi parce qu'on veut qu'ils soient des ambassadeurs de tout ce que l'on fait dans l'entreprise. Et avec les réseaux sociaux, ça se sait, et ça aide aussi au recrutement et à attirer des talents. Donc, les deux sont vraiment liés. Et nous, c'est vrai qu'on a beaucoup… en fait, l'objectif, depuis quelques années, c'est de changer la nature de la conversation en interne sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on a notre directeur financier, ex-directeur financier, et maintenant Chief Impact Officer, donc il s'occupe de l'impact. Et quand on dit impact, c'est impact financier, mais c'est aussi impact sur l'environnemental. C'est-à-dire qu'il est en charge de la CSR. La CSR dépend de la finance. Et nous avons mis en place cette année un suivi à tous les niveaux, usines, filiales, naturellement en global, de suivi de nos émissions carbone. Donc, on est capable tous les mois d'avoir un reporting qui montre comment évoluent nos émissions carbone et quelles sont les raisons qui expliquent ces émissions carbone. Donc, en fait, ça rentre dans les discussions business de tout le monde, à tous les niveaux. Dans toutes les recos, vous avez une reco pour un lancement de produit, vous avez le bilan carbone d'un nouveau emballage, d'une formule produit, etc. Donc vraiment, il s'agit de complètement changer les conversations au sein de l'entreprise. Et puis après, il y a tout un accompagnement, on a un programme qui s'appelle Actors for Good et qui est en 3 volets en fait, pour les personnes en interne. Le premier volet, c'est I know, je sais. Le deuxième, c'est j'agis, I act. Et ensuite, le 3e niveau, qui est le Graal que l'on souhaite atteindre, c'est je suis un activiste. Et par exemple, pour le I know, on est en train de former, nous sommes certifiés fresque du climat, comme beaucoup d'entreprises, et nous avons, sur les 12 000 employés que compte le groupe, nous en avons en moins d'1 an plus de 1000 qui ont été formés à la fresque du climat, et on compte bien continuer à avancer et former au moins 6 à 7 000 collaborateurs dans les années qui viennent. Donc ça fait partie du I know, je sais. Et puis ensuite, on a des activités en interne qu'on appelle Days for Good, où en fait, on donne la possibilité aux collaborateurs de prendre une demi-journée, une journée pour des activités en externe pour des associations, etc. Et donc, ça fait partie de la partie agir, qui est la 2e partie. Donc voilà, c'est tout un travail de sensibilisation, de mise en pratique, de conversation qui vont se faire en interne auprès des plus jeunes, mais aussi auprès de la totalité de la population, avec un objectif aussi que toutes ces personnes soient des ambassadeurs à l'extérieur. D'accord. Donc important. Enfin, en gros, je retire de ça qu'on sait attirer avec ceux qu'on sait garder, quoi, d'une certaine manière. Est-ce que Sandrine, vous partagez justement ces constats?
Ah, pardon, Sandrine. Je n'entends plus, Sandrine. Excusez-moi. Attirer, fidéliser, c'est lié, comme disait Denis. Moi, ce que je veux dire, c'est que là, dans le dernier rapport qu'on a eu de LinkedIn, sur lequel on poste pas mal d'annonces, évidemment, Engie est encore reconnu comme le 5e top companies là en France, parce que pas pour les perspectives de carrière qui sont ouvertes et la progression et l'habilité, enfin la possibilité d'avancer. Donc ça, c'est un point qui marche assez bien, mais pour plutôt les diplômés, on va dire. Mais on attire aussi pas mal de techniciens ou de jeunes désirés de se former ou en reconversion professionnelle. On a créé un CFA des métiers de la transformation, de la transition énergétique et climatique pour former au métier de la maintenance des réseaux de chaud et froid, de solutions industrielles, des énergies renouvelables. Et c'est quelque chose qui marche. Là, on l'a créé l'année dernière. On a déjà formé 100 personnes là, en 1 an. C'est un cursus de 2 ans qui allie du théorique avec du pratique. Et bon, ça marche. Maintenant, la vraie question, c'est comment on arrive à fidéliser dans la durée et est-ce que les carrières passent, enfin les perspectives de carrière qui ont été promises au début sont offertes in fine. Et c'est pas toujours le cas. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu après. D'accord. Peut-être justement rebondir sur ce sujet. On court un peu après le temps, donc pour laisser le plus possible la place aux questions. Mais notamment, là, en l'occurrence, il y avait, je crois que c'est Patrick Pouyanné qui disait que tous les jeunes veulent aller vers le renouvelable. Alors, ouais. Est-ce que finalement, il n'y a que du renouvelable? Probablement pas dans les entreprises. Et ça, comment est-ce que vous observez un petit peu cette volonté de se spécialiser dans le métier directement avec la transition écologique? Comment ça se gère? Alors, c'est là, en fait, pour nous, toute la difficulté, parce qu'effectivement, tous les jeunes ou techniciens ou diplômés veulent rentrer dans une de nos 4 lignes de métier, qui est celle des renouvelables. Alors qu'il y a aussi pas mal de postes ouverts dans les autres business lines et des opportunités significatives. Et en fait, les autres, vice-versa, s'ils veulent évoluer au bout d'1 an, on n'a pas toujours les carrières. Donc là, on a ça c'est un sujet RH, une préoccupation aujourd'hui qui est de favoriser la fluidité, la mobilité entre nos 4 lignes de métier pour être sûr que tout le monde, finalement, puisse un jour faire du renouvelable, un jour faire du réseau ou du B2C, par exemple. Mais ce que les jeunes cherchent avant tout, c'est du care. Et en fait, toutes sortes de care. Le planet care et le people care, le family care, le self care. C'est aussi important, c'est de se dire, par exemple, pour les filles, qu'il y a des perspectives de devenir manager, qu'on fait attention au gender gap, qu'on met à disposition, par exemple, des crèches. En France, il y en a, des crèches sur tous nos sites, que la marque employeur est dirigée vers le sens, qu'on prend soin des autres et de la planète. Ça, c'est un levier énorme, en fait, à la fois d'attractivité, mais aussi de rétention, finalement, dans la durée. D'accord. Merci Sandrine. Denis, sur ce sujet, justement. Je suis complètement d'accord avec Sandrine. Ouais. On a trois valeurs chez Bell qui sont Dare, Care et Commit. Et donc le Care est l'une de nos 3 valeurs. Et en fait, quand on a retravaillé récemment dans le cadre de la transformation culturelle des comportements gagnants, comme on les appelle, c'est-à-dire des comportements sur lesquels on veut mettre l'accent dans la manifestation finalement de la définition de ce que doivent être concrètement ces valeurs dans le quotidien des collaborateurs, eh on en a un qui est mettre les personnes et la planète au premier plan. Et c'est l'une des 2 façons de comportement que l'on souhaite mettre en avant sur la partie care. Et c'est extrêmement important, et je suis d'accord, c'est la planète, mais c'est aussi tout ce que l'on peut faire d'autre en termes de RSE, que ce soit en termes de fair wage, que ce soit en termes de diversité et inclusion, etc. D'accord. Justement, alors là, en l'occurrence, Michel a parlé un peu de transformation de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Concernant ces transformations un peu marquantes, qui vont être en tout cas impactantes dans vos entreprises, et donc pour passer à un volet plus vers les perspectives et les projections à moyen terme, est-ce que finalement, qu'est-ce qui, dans les transformations à court, moyen terme, vous semble particulièrement important à relever, qui auront un impact justement sur ce besoin de compétences, sur cette gestion de carrière chez vous? Denis, je
crois que vous aviez mentionné justement le rachat de Pompot. Oui, enfin, en 2050, ou 2040, on sera 10 milliards. Et nous, le constat qu'on fait, c'est que les protéines animales ne suffiront pas pour nourrir la planète. Comme notre motto, c'est for all, for good, il y a le for good, mais il y a le for all, c'est-à-dire pour tout le monde. Et donc, il y a un vrai besoin d'accessibilité. Et donc, ce qui nous fait réfléchir aussi d'un point de vue stratégique, dans cette diversification qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de se dire qu'on ne peut pas être uniquement dans de la protéine animale et de la protéine laitière. D'où la diversification vers le fruit, qui nous permet de rester dans de l'alimentation plus saine, plus responsable pour le plus grand nombre, mais aussi on réfléchit beaucoup à toutes les alternatives de protéines non laitières, donc de protéines végétales. On a lancé une gamme de produits, une marque qui s'appelle Nourish, où il s'agit de fromage avec des végétales, enfin on est sur du végétal, et on a lancé aux États-Unis, en Angleterre, dans un certain nombre de pays, un mini Babybel végétal, du boursin végétal. Donc on a tout ce développement de cette offre qui, répond à des consommateurs, notamment dans les pays anglo-saxons et en Amérique du Nord, mais qui aussi permet d'adresser ce vrai problème de l'accessibilité, finalement, à très long terme, des protéines animales. Et ça, justement, ça va profondément changer, parce qu'en parlant de besoins de compétences, notamment, ça c'est à même, justement, de profondément changer un petit peu à la fois vos pratiques de recrutement, les évolutions en interne. Ça s'appuie justement sur des compétences différentes? Bien sûr, déjà des compétences techniques. Forcément, travailler sur des protéines animales ou des protéines végétales, c'est pas exactement la même chose. Donc forcément, en termes de profil, ça nous amène à attirer des nouveaux talents ou à former les talents existants vers ce type de techniques, de technologies. D'accord. Sandrine, sur le même sujet, justement. Ouais, chez nous, on a effectivement aussi une GPEC sur chacun des métiers, réactualisée tous les ans. Et en fait, les métiers qu'on attire et qu'on développe là, le plus aujourd'hui, c'est vraiment ceux qui sont liés aux technologies et des énergies renouvelables et tout ce qui est lié à la data et au digital, qui étaient encore très peu présents dans le groupe et qui sont amenés vraiment à se développer. D'accord. Donc ça, vraiment, ça fait partie de ces grands besoins de compétences à anticiper. Ouais. OK. Alors là, pour le coup, quand on se projette un tout petit peu, aussi dans les années à venir, mais pour vous, les enjeux prioritaires en termes justement RH face à toutes ces transformations, sachant qu'il y a une question que j'avais un peu laissée de côté, mais que je peux remettre un peu dans le package de fin, c'est juste se dire, finalement, est-ce que à un moment, vous allez être aussi amené à être davantage sélectif, ou du moins à encourager l'évolution de certains collaborateurs qui seraient réfractaires, du moins sceptiques, vis-à-vis des mouvements et des changements à opérer. Donc, à la fois vos différents enjeux long terme, et parmi ces enjeux, est-ce qu'il y a justement pour vous un enjeu à un moment peut-être de conviction, c'est-à-dire où ce n'est pas seulement les candidats qui ont leurs exigences, mais vous qui avez les vôtres également et qui devaient les transformer en pratique RH. Je ne sais pas qui veut commencer, Sandrine, peut-être? Ouais, je vais commencer. L'engagement, c'est une de nos valeurs clés. Dans nos ways of working, on en a 5. Être engagé, collaborer, être axé résultat, être priorisé et axé sur les résultats. C'est assez simple, hein, mais ça veut bien dire c'est nos ways of working. Et aujourd'hui, clairement, on voit bien que les gens qui ne sont pas engagés ou qui ne voient plus le sens au sein d'Engie, certains quittent le groupe, quoi. Donc, c'est notre… alors maintenant, moi, je pense que c'est à chaque manager aussi de donner du… OK, il y a le sens qui vient du haut, du COMEX, des top dirigeants, mais c'est chaque manager de donner le sens du travail et de l'implication au sein de l'équipe. Et c'est là que c'est vraiment important. Maintenant, je pense qu'aussi, si les gens ne peuvent pas bouger au sein du groupe et découvrir les différents métiers, ça va être compliqué de leur faire garder du sens dans la durée parce qu'on est encore en plein dans des profondes transformations, réorganisations, etc. Et ça fait perdre le sens, souvent.
D'accord. Et ça, pour vous, en tout cas, pas forcément, vous n'avez pas affaire à des réfractaires vis-à-vis un petit peu du positionnement de l'entreprise, j'imagine. Les réfractaires s'en vont, en fait. S'il y en a. Ouais. J'aurais une question qui me permet, Philippe. Pour porter effectivement ce sens, pour guider vers ces nouvelles pratiques, les managers ont un rôle central. Est-ce que les managers partagent tous bien effectivement cette conscience des problématiques écologiques, premier point, et d'autre part, la question écologique et la question des limites en particulier qu'elle porte amène à faire parfois des choix entre l'efficacité et la sobriété. Et la sobriété, parfois, n'est pas en phase avec l'efficacité. Enfin, pour aller à Toulouse, on peut soit prendre un avion, soit prendre le train. Il y en a un qui est plus rapide et l'autre qui est plus sobre. Enfin, bref. Et est-ce que les managers sont confrontés à ces questions-là? La sobriété, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Et comment est-ce qu'ils adressent cette question? C'est pas facile d'ailleurs. Non, la question n'est pas simple, mais en fait, on mesure nos émissions de carbone sur l'ensemble des scopes, évidemment, y compris sur nos ways of working. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'en fait, on ne prend pas l'avion pour aller à Toulouse si on prend le train, en fait. Mais en fait, c'est quelque chose quand même, pour que ça devienne une routine et que ça devienne inné, parce que ça l'est pas chez tout le monde, ça l'est chez certains, il faut sans cesse le rappeler, le marteler et le surveiller, malheureusement. Et toutes ces actions, de toute façon, coûtent de l'argent. Et il faut que l'entreprise et donc les managers en aient conscience. Et c'est pour ça que c'est important que toutes ces problématiques soient au cœur des conversations. Vous voyez, Bell, par exemple, depuis 5 ans, est partenaire de l'APBO pour des partenariats avec des éleveurs. Et on accepte de payer le lait plus cher, Dieu sait pourtant qu'il est très cher actuellement, mais on les paye encore plus cher que le marché parce que ça nous permet de travailler avec les éleveurs partenaires sur des pratiques d'élevage plus durables. Ça coûte de l'argent, donc ça nous coûte en termes de rentabilité. Et on l'accepte. Quand on a lancé la vache qui rit, qu'on appelle Zen en interne, qui est une vache qui rit sans additifs, avec uniquement 4 ingrédients laitiers, ce qui était une vraie révolution technologique dans le fromage fondu en début d'année, c'est une formule qui coûte plus cher. Donc on accepte aussi à un moment de mettre de l'argent. C'est pour ça qu'on a cette double jambe, rentabilité et responsabilité, parce que pour être responsable, il faut aussi être rentable, parce que ça coûte de l'argent. C'est un modèle d'entreprise et c'est le pari du long terme. Et Denis, est-ce que ça se transforme parce que vous avez mentionné cette absence de césure entre vie pro et vie perso, est-ce que ça peut aller y compris jusqu'à du soutien d'action en dehors de l'entreprise, de la part justement de Bell? Est-ce que ça envoie des actions externes, des actions internes, justement en matière de projection à un peu plus long terme? Dans quel domaine? Excuse-moi, mais il y a un bruit, je ne sais pas, il y a une espèce de bruit de crécelle qui fait que je n'ai pas entendu ta question. Ah, mince, d'accord. Oui, on avait échangé sur le côté, l'absence de césure entre vie pro et vie perso, d'une certaine manière. Et est-ce que ça veut dire que l'entreprise puisse se projeter, y compris en dehors de ses murs? Au travers d'actions, de mouvements, voilà. L'équilibre vie perso, enfin on parlait tout à l'heure de l'importance pour les nouvelles générations, certes de tout ce qui concerne l'environnement, mais aussi tout ce qui va être flexibilité dans le temps de travail, etc. On a, tu vois, d'après des études que l'on a, 75% des nouvelles générations, enfin des Gen Z, nous disent que la flexibilité et leur travail hybride, c'est le numéro 1 des bénéfices qu'ils attendent de l'entreprise. Donc il y a un vrai besoin aussi de ce point de vue-là. Et nous, on a été, c'est pas le sujet de notre discussion aujourd'hui, mais on a été assez novateur puisqu'on a laissé aux équipes le choix de déterminer quelle est par équipe leur politique de travail hybride. Mais c'est pas la discussion d'aujourd'hui. Pour compléter, on a eu une initiative qui marche toujours, qui s'appelle les Skill Lib, qui permet à un collaborateur sur une plateforme de sélectionner, enfin de choisir, de donner une journée ou après ça dépend du manager, 1, 2, 3 jours à une association de son choix qui avait besoin d'une ressource pour 2, 3 jours.
Et du coup, voilà, ça c'est aussi ça favorise la flexibilité et l'engagement des collaborateurs. Et effectivement, ça envoie un débat plus large, mais complètement cohérent avec tout ce qu'on dit là, c'est la place qu'on donne au travail désormais. Ouais. Justement, ces nouvelles générations en particulier, mais en période post-Covid, je pense que ça a été très intergénérationnel comme questionnement. Et quelle place est-ce qu'on donne au travail du point de vue du sens, on l'a largement évoqué dans ce webinaire, mais aussi finalement du partage avec des engagements qui peuvent être personnels, citoyens, ou qui du climat ou autres. Donc, on arrive un peu au terme des interventions. Et je crois qu'il y avait une question dans notre chatter. Dans notre fil, effectivement, merci Philippe. La personne revient sur un point que tu avais abordé tout à l'heure, Michel, et souligner son plein accord sur le fait que le greenwashing n'était plus une stratégie viable, et nous demandait justement comment montrer que la démarche est motivée par des convictions et non pas par des obligations réglementaires ou pire encore, par des effets de mode. Donc, on a eu quelques éléments de réponse au fil des échanges, mais est-ce que l'un d'entre vous voudrait justement reprendre ce point? Ce que je voudrais ajouter par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le greenwashing n'est plus une option dans le sens où le risque est trop fort. C'est-à-dire que ça va se voir très vite, ça va se communiquer très très vite à la vitesse des réseaux sociaux et ça va avoir des répercussions aujourd'hui qui vont être beaucoup plus fortes qu'auparavant parce qu'il y a une moindre acceptabilité. Après, ça tient à la sincérité, je pense, de ce qui est fait et au caractère démontrable. Je pense que le point est là-dessus, exactement, sur le caractère démontrable. Sandrine Denis, vous souhaitez réagir, ajouter éventuellement? Oui, non, mais en 2 mots, on a des objectifs chiffrés de transformation. Par exemple, comme je vous le disais, on a eu des actifs au charbon. On a des objectifs chiffrés dans le temps. Tout est enregistré, c'est publié de l'AMF. On peut plus se cacher, quoi. C'est pas voilà, le seul risque qu'on puisse avoir, c'est que ça en prenne un peu de retard. Okay. Un autre moyen aussi de travailler là-dessus, quand on travaille sur ce que je disais, les relations avec les éleveurs, etc., tout ça est fait avec le WWF qui nous accompagne depuis 10 ans. Donc on a aussi, qui nous permet, de nous accompagner, de nous challenger. Et de s'assurer de la véracité de tout ce que l'on peut dire et faire. Donc ça nous permet d'avoir une sorte de caution de quelqu'un qui est en externe, qui n'est pas partie prenante et qui permet de certifier, on va dire, la sincérité, la transparence de ce que l'on fait. Je pense que vous avez souligné l'un comme l'autre, Sandrine et Denis, l'importance justement du tiers externe, justement, dans la valorisation de ce que je vais qualifier de vos preuves. Entre l'AMF et le WWF, ce sont des institutions qui sont inattaquables et donc effectivement qui soulignent la véracité et de l'engagement et des éléments apportés. Donc je pense que là-dessus, on est plutôt bon. Et peut-être une dernière question pour la route. Surtout pour des profils juniors, ne pensez-vous pas que le culture fit est presque plus important que les compétences techniques? Oh, Sandrine, je vous vois sourire. À partir du moment où ce sont des compétences que l'on peut acquérir dans l'entreprise, oui, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que ce qui est important, c'est d'avoir les comportements et de faire monter très vite en compétences les personnes. En même temps, on a affaire à une génération qui veut être autonome très vite et donc il faut qu'on puisse les faire monter en compétences très vite pour qu'ils soient autonomes et pour pouvoir les garder. Sinon ils ne restent pas très longtemps. Donc c'est toute l'ambiguïté. Voilà, si on prend des gens qui ne sont pas vraiment autonomes très vite parce qu'on a besoin de les former pendant très longtemps, on risque avec cette génération-là de ne pas les garder longtemps. Le mot de la fin pour Sandrine? Oui, le culture fit quand même, c'est important, je dirais. Et puis c'est un conseil à donner à tout le monde. Je veux dire, on passe quand même pas mal de temps à travailler, donc autant se sentir ce culture fit, être bien dans son entreprise, être engagé et croire à sa raison d'être.
Sinon, c'est un peu plus difficile. C'est le seul moyen d'être vraiment engagé. Bah ouais. Et donc d'impacter l'entreprise. Et sa vie. Pardon, je pense qu'on concluait sur cette dernière question qui n'était pas piège, donc, mais merci Judith. Et merci beaucoup vraiment à tous les trois, Sandrine Mornière pour Angie, Denis Guéliou pour le groupe Bell et Michel Perrault pour Juliette Sterwen. Merci beaucoup d'avoir fait l'ouverture de ce premier webinaire de la séquence justement de cette semaine, durant laquelle justement ce sera la séquence dont justement Judith, tu vas nous rappeler le titre exact. Oui, donc on était sur la semaine de la transformation Juliette Sterwen. Et le thème de cette année, c'est donc justement les chemins de la performance durable. Et si vous le souhaitez, vous pouvez nous retrouver dès demain matin pour un webinaire autour des nouveaux modèles d'organisation et de gouvernance. Ça, j'ai passé. Bon après-midi à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de journée.